Bonsoir à tous, voici les titres que nous développerons dans cette édition. Deux ministres à Toulouse, Vincent Peillon et Aurélie Filippetti sur le terrain pour promouvoir la culture et l'art dans l'éducation nationale. Une centaine de courts et longs métrages au programme de Cinespania. La 18e édition débute ce soir, nous y retrouverons Jean-Marc Lucas. Et puis on parlera sport bien sûr avec vous, Samuel Prieur, bonsoir. Bonsoir. Quel est le menu du week-end? Eh bien, il y a du handball ce soir au Palais des Sports André Brouard. Il y a le PSG qui joue contre le TFC au Parc des Princes. Et aussi le Stade Toulousain qui se rend à Perpignan. Mais pour débuter, donc aujourd'hui, Vincent Peillon, ministre de l'Éducation nationale, et Aurélie Filippetti, la ministre de la Culture, venaient confirmer leur programme pour l'éducation nationale, un enseignement moral et civique, une langue étrangère dès le CP et aujourd'hui au sein de l'école Jules Julien, un parcours d'enseignement artistique et culture. Ça veut dire que pour la première fois, il y aura durant tout leur parcours une activité et une initiation aux arts qui sera suivie du CP jusqu'à la fin des études, à travers d'ailleurs un livret qui les accompagnera et un certain nombre d'activités qui auront lieu dans le temps scolaire avec nos 16 000 professeurs qui sont spécialisés. C'est de faire que ce que certains enfants ont aujourd'hui, par exemple à Toulouse, eh bien tous les enfants de France puissent l'avoir. L'enseignement artistique et culturel, quel qu'il soit, ne doit plus être sacrifié. À l'école, on apprend à lire, à écrire, à compter, mais désormais, on apprendra à être sensible à l'art, à sa pratique ou à sa connaissance. Certes, c'est une belle idée, mais les moyens financiers suivront-ils ? Pour ce qui est du ministère de la Culture, j'ai augmenté les crédits concernant l'éducation artistique et culturelle de 25% en 2 ans, ce qui veut dire que ça permet de financer 1000 projets supplémentaires en plus, donc les financer avec les collectivités locales. C'est un effort extrêmement important du ministère de la Culture, mais c'est ma priorité. Et donc même dans une période difficile budgétairement, j'ai dégagé des priorités qui sont justement l'éducation artistique et culturelle pour tous les enfants de France. Et quoi de mieux que de montrer de l'art pour en parler, une œuvre, une école, une pratique artistique. À Toulouse, on n'a pas à se plaindre puisque depuis 5 ans, l'académie a toujours fonctionné avec nous et on a pratiquement 20 000 enfants chaque année qui ont ce passeport pour l'art, pour tous les domaines artistiques. L'art, tout comme les mathématiques, fera désormais partie du socle commun. Interview d'Aurélie Filippetti que vous pourrez retrouver dans notre édition du journal de lundi. En marge de son déplacement à Toulouse, Vincent Peillon a été accueilli par une trentaine de manifestants à proximité de l'école Jules Julien. Il dénonçait le fonctionnement à leurs yeux inadapté des ESP, les écoles supérieures du professorat qui remplacent les IUFM. À l'origine de la grogne, un problème de budget, 1 million d'euros qui font défaut et 30% d'étudiants en plus. Jean-Marc Lucas pour les détails. Tout n'était pas rose ce matin devant l'école Jules Julien. Les professeurs et les élèves des écoles supérieures du professorat et de l'éducation, ces fameuses ESP ouvertes en grande pompe il y a un mois par Vincent Peillon, ont semble-t-il des budgets qui ne sont pas à la hauteur. Donc la situation est telle qu'aujourd'hui, par exemple, la formation des professeurs d'école n'a pas encore ouverte pour certains puisque les groupes de formation ne peuvent pas être assurés, faute d'enseignants et faute de moyens. On avait prévenu depuis toute une année la crainte et la difficulté dans laquelle on allait se trouver. Et voilà dans quoi on se retrouve, avec un blocage total. Pierre Cohen, pris à partie, a expliqué que du temps de Sarkozy, c'était pire car il avait intégralement supprimé la formation pour les élèves enseignants. Écoutez, ce qui est important, c'est qu'on les remette. Ce qui est important, c'est qu'on les remette. Parce que des enseignants sans formation, c'était un scandale. Des personnes qui devenaient enseignants sans formation. Mais il n'y a pas plus de formation. Sur ce, le ministre de l'Éducation arrive et tente de calmer les foules. L'argent est là, moi je mettrai l'argent nécessaire. Si c'est pour le mettre ailleurs que sur la formation, je ne le mettrai pas. Je veux des écoles supérieures, je veux des élèves stagiaires, je veux qu'il y ait à nouveau une formation. Mais je sais que vous aussi, c'est pour ça que je suis venu vous voir. Et ce sont des vraies écoles et il y a des vrais stages sur le terrain. Et les gens du terrain et les gens des écoles se parlent et on a des moyens pour le faire. Donc c'est prévu. Bref, il est grand temps que les universités, les académies et les ministres se mettent autour d'une table pour répartir les budgets. Et puis on reparle culture, François, avec les FRAC, les fonds régionaux d'art contemporain, qui fêtent cette année leurs 30 ans. Absolument, Samuel. Aurélie Filippetti s'est rendue cet après-midi au musée des abattoirs. Elle a pu découvrir en avant-première l'exposition des Pléiades qui célèbre les 30 ans des FRAC, les fonds régionaux d'art contemporain. Les 23 FRAC organisent pour la première fois une manifestation commune à partir de demain. Et pour le lancement de l'événement, un invité surprise est apparu, Jack Lang. C'est lui qui est à l'origine des FRAC, à l'époque où il était ministre de la Culture de 81 à 86. On l'écoute au micro de Maxime Van Ludendyk avec Alain Sorat. Je suis, comme d'autres, émerveillé par
l'efflorescence, l'effervescence, la créativité des fonds d'art contemporain. Et on n'imagine pas à quel point ils sont devenus maintenant une institution essentielle à la vie intellectuelle dans chaque région. Et ils bénéficient aussi d'une reconnaissance internationale un peu partout. Les musées d'autres pays, les foires d'art contemporain. Les FRAC ont atteint largement l'âge adulte, mais sans perdre leur esprit d'origine. On ne les attendait plus, les vendanges ont enfin commencé cette semaine avec près de 20 jours de retard. Un millésime 2013 qui s'annonce un peu particulier en raison d'une année trop pluvieuse et peu ensoleillée. Nous nous sommes rendus dans le Frontonnet chez un des derniers vignerons à pratiquer les vendanges manuelles. Marlène Canal y était pour vous. Des analyses de mousse satisfaisantes, un bon niveau de maturité et un bon équilibre acide-sucre, des éléments qui n'ont pas trompé le flair de ce vigneron de Fronton. Et c'est avec soulagement qu'il va pouvoir commencer à vendanger ses grappes de Sauvignon blanc. L'impact est aujourd'hui estimé à environ une vingtaine de jours de retard. Et l'impact évident est très important dans le sens où nous sommes quasiment début octobre, les jours sont beaucoup plus courts, la quantité d'énergie lumineuse reçue par les plantes est plus faible, les risques de brouillard beaucoup plus élevés, donc la maturité des grains est plus lente, pas forcément aussi complète qu'on aurait pu l'avoir si on avait été sur des vendanges plus précoces, mais comme d'habitude dans nos métiers, dans notre métier, ce qui nous sauvera, c'est les conditions météo jusqu'à la fin des vendanges. Si par hasard le soleil reste de la partie, si les pluies ne nous dérangent pas, il n'y a pas de problème. Le retard n'aura pas d'incidence sur la qualité du raisin. Pour la quantité, en revanche, l'impact est énorme avec une année compliquée dès le départ, tardive, pluvieuse et de mauvaises conditions sur la floraison. Les pertes sont estimées à 40%. Mais ce vigneron en bio refuse pour autant de sacrifier à la qualité de son vin. Les vendanges seront manuelles alors que la tendance est à l'économie et à la vendange mécanique. C'est pas compliqué, ça coûte à peu près 4 fois plus cher. Voilà, donc les vendanges manuelles ont un coût évidemment très élevé, d'autant plus élevé que les vendangeurs sont obligés de trier la vendange si par hasard il y a besoin de trier. Ce qui risque d'être le cas sur le millésime 2013, donc ça va encore une fois surenchérir le coût des vendanges. Mais je pense que c'est dans les millésimes compliqués que justement il ne faut pas baisser la garde et investir encore plus dans tout ce qui permettra d'atteindre l'objectif qualité initial. Ces vendangeurs saisonniers, une dizaine aujourd'hui, ont entamé leur journée tôt et avec une petite formation. On recherche un petit peu la surmaturité, là, donc on a du pourri, on peut avoir du pourri noble, donc ne pas l'enlever, faire bien la différence entre le pourri noble et le pourri enlevé. Donc il y a quelques petits repères à leur donner et puis après bon, tout le monde arrive. On contrôle un petit peu dans les seaux si ça marche bien et puis après il n'y a pas de problème. Malgré les maux de dos, la chaleur et la pénibilité du travail, ils étaient nombreux cette année à postuler comme saisonniers, des étudiants mais aussi des retraités de Toulouse et de Vaquier. Pour ce château, les vendanges doivent se terminer vers le 15 octobre. Place au cinéma à présent avec vous, Jean-Marc Lucas. Cinespania débute ce soir. Qui est votre invité ? Bonsoir, nous sommes ici dans la cour de la Cinémathèque, Cinespania 18e édition avec Patrick Bernabé. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le vice-président et le directeur de la programmation de ce 18e festival. Alors je le dis, c'est jusqu'au 6 octobre. Est-ce que le cinéma espagnol se porte bien, Patrick ? Le cinéma espagnol, la créativité est toujours au rendez-vous. Maintenant, il y a des petits problèmes de financement puisque, effectivement, comme on le sait, la situation économique de l'Espagne n'est pas excellente et ça retentit automatiquement sur la création artistique et, pour ce qui nous concerne, le cinéma. Alors on sait qu'en France, il y a 500 films distribués, il y a 250 films français. Combien y a-t-il de films chaque année en Espagne ? En Espagne, il y a tous les ans à peu près 250 longs-métrages, à peu près entre 200 et 250 longs-métrages. Cette année, il y en a un petit peu moins. Et là-dessus, il y en a 27 qui ont été vendus l'année dernière en France. Alors vous montrez la création 2012 ou 2013 ? Alors c'est et 2012 et 2013, c'est-à-dire qu'en fait, on programme tout ce qui est la production la plus récente en fait de l'Espagne, et comme notre festival est en octobre, fin septembre début octobre, automatiquement on démarre en fait à juin 2012 jusque juin
voire août, quand il y a quelquefois des montages qui demandent d'être terminés de l'année suivante, quoi. Alors là, on est dans la cour de la Cinémathèque. Tous les soirs, il y aura cette ambiance avec des gens derrière nous. Un concert tout à l'heure va commencer. C'est-à-dire qu'il y a le festival, il y a l'avant et l'après film. Bon, il y a toujours, tout au long de la journée, il y a des films, bien entendu, mais le moment le plus convivial, c'est bien entendu à partir de 18h30, 19h, dans la cour de la Cinémathèque, où il y a effectivement tous les soirs un concert différent, où tous les gens viennent peut-être voir un verre, manger quelques tapas, discuter, rencontrer les acteurs, rencontrer les réalisateurs qui seront présents, et qui sont présents déjà, puisque déjà certains sont arrivés, et on profite de la convivialité de Toulouse, de la convivialité du festival. Alors on sait qu'il y a donc un jury, c'est Nathalie Baye qui est la présidente du jury. Il y a des films en compétition. Donner un prix, c'est toujours quelque chose qui a tenu à cœur, en tout cas, à Cinespania. Depuis le début, on a voulu donner des prix, effectivement. Alors, le plus symbolique de notre palmarès, c'est bien sûr la Violette d'Or. Donc c'est le prix qui va être donné à un réalisateur. Le prix est doté de 7 500 € par la mairie de Toulouse, dont une partie ira au réalisateur, 2 500 €, et 5 000 € pour l'aide à la distribution, parce qu'il nous paraît très important que le cinéma espagnol soit diffusé en France, et à notre petit niveau, c'est ce qu'on essaie de faire en donnant l'aide à la distribution. Justement, est-ce que les cinéastes espagnols qui sont parmi nous, autour de nous, ont compris que Cinespania était la porte d'entrée pour la France, en fait? Ici à Toulouse, pour eux, c'est une façon d'être reconnu en France. Tout à fait. Bon, c'est vrai que nous sommes le principal festival de cinéma espagnol hors Espagne, et la plupart des réalisateurs, il est important de venir à Toulouse. Par exemple, je sais qu'il y a un distributeur français avec qui nous étions en discussion pour avoir le dernier film d'Alex de la Iglesia. Personne n'avait vu ce film, personne, et il était un peu gêné pour nous le donner au festival, ayant peur un petit peu de la réaction du public, parce que bon, ce sont quand même des commerciaux, donc il faut vendre le film, et donc il a téléphoné à la production espagnole, qui lui a dit, attends, c'est Toulouse, il faut le présenter à Toulouse. Et voilà comment nous avons eu le dernier film d'Alex de la Iglesia, qui pour la première fois a été présenté la semaine dernière à Saint-Sébastien, et qui une semaine avant n'était pas encore terminé. Alors nous avons aussi des documentaires qui sont présentés ici. Est-ce que le documentaire parle plus de la société espagnole que la fiction? Alors c'est assez curieux parce que les années précédentes, on a eu beaucoup plus de films de fiction parlant de la réalité économique, sociale de l'Espagne que cette année. Cette année, paradoxalement du moins, à part sur la création de cinéma. Par exemple, on a plusieurs films qui sont sur les problèmes pour produire un film aujourd'hui. Et on en a notamment un en compétition qui est important. Et le documentaire proprement dit continue à effectivement refléter un petit peu ce qui se passe en Espagne. Et aujourd'hui, bon, par exemple, nous, on a sélectionné 2 films sur le 15 M. Le 15 M, c'est le 15 mai, c'est le mouvement des indignés. Et le mouvement des indignés ne se limite pas à aller camper sur les places des villes espagnoles, mais également à militer pour empêcher les expulsions, pour défendre l'écologie dans un tel endroit. Donc tout ça est bien montré dans ces films-là. Et de la même façon, pour un autre film par exemple, vous savez que ETA aujourd'hui a décidé d'arrêter la lutte armée, et il y a effectivement un documentaire que nous présentons aussi sur des interviews d'anciens membres de l'ETA, des victimes, etc. Je dois vous couper. Merci Patrick Bernabé. Nous sommes donc dans la cour de Cinespania. Beaucoup de monde. Il y aura des concerts. N'hésitez pas à y aller. C'est jusqu'au 6 octobre, la 18e édition. Merci Patrick. Merci à vous les garçons, Samuel et François. Je pense que vous allez parler sport maintenant. Oui, absolument Jean-Marc. On attaque notre page sport avec vous Samuel. Ce menu de week-end sportif chargé. On commence par du hand. Eh oui, le handball, c'est la 3e journée de division 1. Et ce soir, c'est dans 1h15 à 20h30. Au Palais des Sports André Broye, le Phoenix Toulouse Handball qui rencontre Ivry. Donc Ivry, c'est un peu une bête blessée, ils sont 11e, ils ont perdu leurs 2 premiers matchs. Tandis que le Phoenix Toulouse Handball n'a pas encore gagné dans ce championnat, mais c'est plutôt bien débrouillé sportivement. Ils ont fait match nul contre le Paris Handball, donc champion en titre. Ils ont été joués lors de la 2e journée à Dunkerque, ils ont perdu 31-27. Donc c'est plutôt des belles performances. Maintenant, ils n'ont qu'un point, ils sont 10e au classement. Donc
ils ont besoin de points et c'est certainement le moment ce soir. D'ailleurs, j'ai une petite déclaration du capitaine Daniel Angelkovic qui dit « Notre championnat commence avec Ivry, nous allons chercher la victoire ». Voilà. Bon, à concrétiser donc les promesses du début de saison, à valider. Ok. Demain, un déplacement aux aires de Ligue des Champions pour le Toulouse Football Club, un des moments forts de la saison. Ouais, ils vont au Parc des Princes, c'est à 17h demain. Le Parc des Princes, le Paris Saint-Germain, c'est vraiment la grosse équipe de championnat avec Monaco, c'est vrai, donc ça a une saveur particulière. On va écouter le coach Alain Casanova qui nous donne rendez-vous avec ce club de la capitale. Allez, on l'écoute. Ça me fait penser aux équipes qui vont affronter le Barça, le Real ou le Bayern de Munich. Je pense que c'est de ce calibre-là. Donc on y va avec un peu d'appréhension aussi. Je veux dire, il faut être objectif et sincère. Sur 10 matchs face à Paris Saint-Germain, on sait qu'on perdra 9 fois. Il faut espérer qu'il y ait une fois où on puisse leur prendre un petit point. Voilà, donc un joueur qu'on suivra également dans cette rencontre, c'est une des surprises de ce début de saison côté Toulouse Football Club, c'est Martin Braithwaite. Présentez-nous-le. C'est un jeune Danois de 22 ans. Et ouais, c'est la surprise, c'est la bonne pioche du TFC, on va dire, depuis ce début de saison. Il vient d'un club inconnu, je vais vous dire le nom, c'est Eidsberg, voilà. Donc il connaissait que le championnat danois et là il est à l'origine de 3 buts avec le TFC, une passe décisive. On le voit là, il communique, il parle pas français encore, mais il essaye de communiquer. Il est vif, il a une débauche d'énergie sur le terrain qui aide grandement le TFC. Donc il a marqué 3 buts, mais il est à l'origine des 4 buts sur 6 du TFC depuis le début de la saison. Vraiment intéressant ce joueur et donc à surveiller contre le Paris Saint-Germain. Il n'y a rien à perdre. Pourquoi pas, ce joueur vif pourrait faire la différence. Bon, mais voilà, un centre d'intérêt en plus des Cavani et Ibrahimovic. Oui. C'est notre Cavani à nous. Très bien, écoutez, ça lui fera sûrement beaucoup plaisir. Le TFC qui pourra compter d'ailleurs sur un effectif quasi complet pour ce match. Retour d'Aguilar, le milieu colombien, et d'Eden Ben Bassat notamment aussi. Et Ben Bassat. Donc voilà, c'est vrai qu'on retrouve un groupe fourni. C'est pas si fréquent que ça. Souvent, on jongle avec les blessures. Et cette fois-ci, il y a une belle stabilité dans le groupe et donc on va voir ce que ça donne. Tout simplement, à 17h demain. À 17h, ok. Déplacement également pour le Stade Toulousain, déplacement compliqué à Perpignan. C'est jamais évident de ramener quelque chose de là-bas. Qui plus est dans le contexte actuel, expliquez-nous Samuel ce qu'il en est. Donc le match c'est samedi à 20h35 et effectivement le contexte est compliqué parce que il y a eu un rassemblement à Marcoussis avec le 15 de France. Donc il y a 7 joueurs du 15 de France qui ont été retenus pour ce rassemblement, donc qui ont manqué cette semaine pour les entraînements avec le Stade Toulousain. Et voilà, on ne prépare pas sereinement un déplacement aussi important sans ces joueurs cadres. Donc c'est notamment Jean-Baptiste Elissalde qui a laissé entendre que préparer un déplacement de cette façon, c'était vraiment pas l'idéal et donc il ne faut pas s'attendre à grand chose. Maintenant, s'il y a surprise, tant mieux. Et ce serait la première victoire en déplacement cette saison pour le Stade Toulousain. Pour l'instant, ils ont fait 3 déplacements, aucune victoire. Bon, on reviendra là-dessus lundi, notamment avec vous, Samuel. Dans lundi sport. Ok, parfait. Pour être complet, un correctif tout de même concernant la date du premier match à domicile du Toulouse Métropole Basket. Ce ne sera pas le 5 octobre, mais le 18, face à Nantes, au Petit Palais des Sports. Voilà pour la précision. Et c'est ainsi que se termine cette édition. Excellent week-end à tous. Lundi, vous retrouverez Sophie Voinis.